Je vais vous présenter notre projet de transformation. On l'a appelé, nous, Transformation, parce que c'était pas juste rénovation. On a agrandi notre bibliothèque, on l'a transformée. Ça fait partie aussi de notre démarche d'amener notre bibliothèque dans le 21e siècle, dans la culture numérique. Je vais vous présenter ça dans différents aspects. J'aimerais, on a 1 heure ou un peu plus, là. J'aimerais que pendant la présentation, si vous avez des questions, des précisions, n'hésitez pas, intervenez. D'accord? Et puis, je m'ajusterai. Si on n'a plus le temps après, là, je m'ajusterai pour vous transmettre dans ce qui restera juste ce qui me semble pertinent. La présentation et tous les documents qu'on a produits sont disponibles si vous êtes intéressés. Je pourrais faire parvenir l'adresse. Là, je fais un répertoire dans mon Dropbox là, avec des photos, avec le plan des espaces, les plans, tout ça. Là. Donc, si vous êtes intéressé plus par un aspect ou un autre, le programme technologique, tout ça, c'est disponible. Ça vous convient? On y va? 1, 2, 3, go! Alors, Concordia, peut-être vous connaissez cette institution, peut-être pas. C'est à comparer à l'Université Laval, c'est une université très jeune. On a été fondé en 1974. On est en train de commencer à préparer notre 50e. C'est une université de la communauté anglophone. Je dirais que je travaille à peu près 40% du temps en français. C'est une surprise pour moi. Il y a 10 ans déjà, je viens de célébrer mes 10 ans à Concordia. Je travaille beaucoup en français, plus que ce que j'aurais imaginé. Alors ça, c'est bien. C'est une université qui laisse quand même, qui laisse une place assez importante pour le français. C'est né de la fusion de 2 institutions, Sir George William University et Loyola College. Sir George Williams, c'est celui qui a fondé le YMCA. Et il y avait aussi Sir George William University, qui était l'université pour les travailleurs, l'université où on offre des cours le soir. C'était très, 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 très avant-gardiste de faire ça, là, au milieu du 20e siècle. Alors que Loyola College, c'est la tradition des Jésuites. Donc, 2 cultures quand même, 2 cultures dans le catholicisme, mais 2 cultures quand même extrêmement différentes. Par contre, quand on s'est fusionné, là, le statut plus religieux est complètement disparu, comme toutes les universités d'ailleurs qu'on a, même si c'est l'Université Laval, je crois encore à une charte papale, hein? C'est bien le cas. À l'Université de Montréal, ils en ont une aussi. Mais bon, c'est des universités évidemment laïques. Concordia, ça nous vient comment on appelle ça, c'est pas slogan, de la devise, voilà, excusez-moi, j'avais un trou, de la devise de Montréal, qui est Concordia Salus, et donc c'est d'où vient notre nom. On est une université urbaine, Urban University, Comprehensive University, en français on va dire une université généraliste. Ça veut dire que c'est une université qui est surtout pour le premier cycle, qui a vraiment un effort très important pour le premier cycle, même si on a beaucoup de programmes au 2e et au 3e cycle. Il y a beaucoup de programmes de doctorat aussi. Il y a des projets de recherche, des recherches qui se font aussi dans plusieurs disciplines, mais c'est pas une université à forte intensité de recherche comme la vôtre, comme Montréal, comme McGill, comme Toronto, UBC. C'est donc ce qu'on appelle une université généraliste. On n'a pas de faculté de médecine, on n'a pas de faculté de droit, par exemple. 50 000 étudiants, on est rendu à Concordia. C'est incroyable comment cette institution s'est développée. 73% de nos étudiants sont des Québécois. Et là-dessus, on a 18% des étudiants de l'international et 25% dont la langue maternelle est le français. 20% au cycle supérieur. Donc, ça vous donne... Je ne sais pas le pourcentage d'étudiants au cycle supérieur que vous avez à l'Université Laval en comparaison, mais c'est probablement plus autour de 30 quelque chose. Hein. Alors, vous voyez là l'indice là de recherche là, qui est pas le même. Mais quand vous venez dans nos salles de lecture, vous avez l'impression que c'est beaucoup plus que 18% d'étudiants de l'international. Par tradition, les jeunes issus de l'immigration, les familles issues de l'immigration envoient leurs enfants beaucoup à l'Université Concordia. Quand on regarde dans mes salles de lecture, on pourrait penser que c'est 60%. En fait, alors,
à Concordia, on célèbre la diversité, vraiment au quotidien. C'est une de nos valeurs et c'est quelque chose qui est extrêmement précieux pour nous. Juste pour vous donner un petit peu le portrait de notre université. Pour ce qui est de la bibliothèque, on a une équipe d'une quarantaine de bibliothécaires. On est à 64 employés de soutien et on met vraiment le succès de nos étudiants et nos professeurs au centre de notre pratique. C'est ça qui nous motive tous les matins qu'on va travailler. On a la bibliothèque Vanier sur le campus Loyola, qui est dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, sous la neige. Souvent, on montre des photos de nos bibliothèques, mais c'est toujours, tu sais, avec des petits oiseaux, puis les pommetiers en fleurs. Je me suis dit, tiens, avec la neige, c'est bon. On a acheté à Concordia en 2011 l'ancien couvent des Sœurs Grises à Montréal, au coin de René Lévesque et puis Guy. Et donc, on a acheté ce couvent-là, puis on l'a transformé en résidence pour nos étudiants. Il y avait 600 sœurs, à un moment donné, qui vivaient là. On a transformé les 600 chambres de sœurs en 600 chambres pour des étudiants, tout simplement. Et la salle de lecture, ben, c'était avant la chapelle. Donc, ça fait un espace très calme. C'est un luxe d'espace incroyable pour les étudiants avec toute cette hauteur. Ben, c'est une église comme on en a plusieurs au Québec, là, construite par l'architecte Victor Bourgault à 1880 à peu près, là, style néo-normand. Alors, on est extrêmement fiers d'abord de notre université d'avoir fait un projet comme celui-là de reconversion d'un ensemble conventuel et aussi d'être les gardiens d'une partie du patrimoine du Québec. Et évidemment, d'avoir responsabilité de cet espace, vous pouvez imaginer pour une bibliothécaire. Puis à chaque fois au Québec, on transforme une église ou une chapelle en bibliothèque. Hein? On est content. On est content. Alors, tout ce que je vais vous montrer, la transformation de la bibliothèque Webster, ça s'est fait dans le mouvement de notre plan stratégique qui est en train de se terminer. Là, un peu comme vous, nous, on se prépare à notre prochain cycle de planification stratégique. Celui-là qu'on a fait s'appelle Inspiring Success. Et c'est dans ce cadre-là que la bibliothèque s'est rénovée. Alors, au moment où on a fait la planification pour la rénovation de Webster, on prenait conscience là qu'on est passé de 16 000 étudiants quand on a ouvert la bibliothèque en 92, cet édifice-là, à 48 000. C'était bien normal d'avoir des gens assis à terre partout, puis qu'il n'y avait plus assez de place, n'est-ce pas? C'est devenu la rénovation de la bibliothèque la priorité numéro 1 pour le secteur académique. Ça veut dire à Concordia, comme dans la majorité, c'est pas la quasi-totalité des universités anglophones au Canada, puis aux États-Unis aussi, mais surtout au Canada, les bibliothécaires ont un statut de faculty. Ils sont dans le syndicat des profs. Et moi, comme directrice de bibliothèque, j'ai un statut de doyenne. Alors, je suis avec les doyens à Academic Cabinet à tous les mercredis matins, puis dans les différentes instances de l'université. Et donc, c'est par cette porte-là, par le Academic Cabinet, qu'on a proposé aux collègues, aux doyens, puis aux provos, les vice-provos, après avoir présenté le projet, diriez-vous que ce projet est la priorité académique de Concordia? Et la réponse a été oui. De façon unanime, ils ont adopté une résolution en ce sens. Alors, c'est certain que ça a été le sésame pour par la suite avoir ce projet priorisé par les immeubles, par exemple. Le projet a un coût total de 38 millions de dollars canadiens, mais quand même. On est passé de 1200 places à 3200. On a augmenté de 27 % l'espace public. Comment on a fait ça? On a relocalisé le département des sciences de l'éducation dans un autre édifice. Donc, on a gagné un étage dans l'édifice où on était. Et l'équipe des collections, donc ça veut dire pour vous, ce serait plus acquisition et catalogage, a été relocalisée sur l'autre campus. Et on a aussi retravaillé nos collections, l'empreinte de nos collections. On a élagué. Fusion en 1974, il n'y avait pas vraiment eu un élagage systématique des doublons, parce que c'était moins important avant aussi, quand on était juste dans l'univers imprimé, faire l'élagage des doublons, c'était quelque chose de moins urgent. Mais là, on le fait. Et ça a été près de 70 000 volumes qu'on a pu élaguer de cette manière-là. Et on a ajouté une tablette à nos collections, à nos rayonnages pour concentrer.
En attendant, on espère d'avoir un entrepôt partagé avec d'autres bibliothèques du Québec. On espère vraiment qu'on pourra faire ça. Alors, c'est de cette manière-là qu'on a pu donner beaucoup plus d'espace public. Et donc, c'est une rénovation plus un agrandissement. On a appelé ça une transformation qui s'est fait en 4 phases. Puis pendant tout ce temps-là, on a gardé la bibliothèque ouverte 24/7 parce que la bibliothèque Webster, elle est ouverte 24/7 pendant l'année universitaire. On déverrouille la porte le lendemain de la fête du travail. On ferme la veille, puis le jour de Noël, même chose pour le jour de l'an. Puis tout le reste de l'année, c'est toujours ouvert. Ce qui a été particulier dans ce projet, c'est vraiment une étroite consultation là, et beaucoup de communication avec les usagers tout au long du projet. Puis je vais vous donner des exemples bien précis de ça. Et ça nous fait 17 200 mètres carrés environ. Cette bibliothèque répartie sur 4 étages. 2, 3, 4, 5, oui, 4 étages. Voilà. Et ça, c'est l'affiche qu'on avait. Vous avez ici, c'est dans la rue Mécaille, c'est au coin de Mécaille et de Maisonneuve, notre bibliothèque. On a mis une grande affiche ici comme message pour la communauté. À Concordia, nous inventons la bibliothèque de demain. Et ça, c'était venu parce que les gens de Pomerleau, là, ils mettent toujours leur affiche pour dire ici, on fait. Là, je dis, attendez, là, c'est pas juste vous autres. Là, il y a aussi les ingénieurs, il y a les architectes, puis il y a nous. On pourrait pas s'en faire une grande affiche pour dire à la communauté qu'est-ce qu'on est en train de faire, puis ils ont accepté. Puis c'est ça qu'on a fait. Moi ça, j'étais vraiment très, très, très heureuse. Ça fait un beau message positif pour les bibliothèques. Mais non. C'était ma bibliothèque avant. Là, je vais dire ma maman, mais je suis certaine que vous faites pareil pour votre bibliothèque. C'était ça. C'était comme ça. C'est le plafond bas. Bon, vous voyez, années 80, design années 80, livré au début des années 90. Il y avait des étudiants assis par terre, partout. Et là, j'en ai pas mis, là, mais j'avais des prises multiples là, que les étudiants portaient eux-mêmes parce qu'ils trouvaient qu'il n'y en avait pas assez à la bibliothèque. Là, il y avait des spaghettis de fils électriques. C'était pas possible. Je prenais des photos de ça aussi pour montrer. Je disais, si le chef de la police, pas de la police, mais des pompiers arrive, il va nous vider la bibliothèque. On en avait partout des étudiants assis à terre parce qu'il n'y avait plus de place pour s'asseoir. Gros problème de bruit dans la bibliothèque. C'était la plainte. La plainte numéro 1, c'est qu'il n'y avait pas assez de place. La plainte numéro 2, c'est trop bruyant. C'était connu pour être une bibliothèque très, très, très bruyante. Si bien que certaines personnes dans la communauté disaient c'est parce que les étudiants de Concordia ne peuvent pas travailler en silence. Mais quand on a ouvert en 2014 la salle de lecture des Sœurs Grises, là, on entendait une mouche voler. Je dis, vous voyez, c'est pas les étudiants, c'est parce que le design, l'architecture n'était pas appropriée, ne transmettait pas, n'était pas propice au comportement qu'on attend dans la bibliothèque. Et on a pu le vérifier avec la livraison de notre bibliothèque. Évidemment, l'électricité, ça en prend. C'est devenu tellement important pour les étudiants d'avoir l'électricité partout. Et le Wi-Fi. Ça aussi, c'était une demande extrêmement importante. C'est presque vrai, hein? C'est presque vrai, franchement. C'est pour s'amuser. Alors, je vous présente la consultation, les éléments de la consultation qu'on a faite, comment on est arrivé au produit qu'on a livré. Et tout ça, la consultation nous a mené à 22 types d'environnements différents pour les étudiants et les professeurs, donc dans 3 catégories. Et finalement, je vais vous présenter le programme technologique. Alors, pour la consultation, on a tenu, je ne veux même pas les compter, il doit en avoir au moins une 50aine d'activités qu'on a organisées avec les étudiants, en petits groupes, mais probablement plus que ça, en fait, dans des entrevues individuelles, toutes sortes d'activités de consultation. Ça, c'est ce qu'on a fait, c'est le résultat de ce qu'on a fait au début. Là, c'était plus en mode focus group. Puis, on leur posait 3 questions. Comment tu utilises la bibliothèque? Comment la bibliothèque peut t'aider? Puis, qu'est-ce que tu vois comme tendance future? Là? Qu'est-ce que tu voudrais voir dans ta bibliothèque que tu ne vois pas? Et là, à chaque table, là, ils réfléchissaient, ils discutaient, puis ils écrivaient sur des post-it les idées. Les post-it étaient ramassés par une personne qui venait
ici, puis plutôt que d'écrire, là, ils font des dessins pour représenter. Puis c'est fabuleux parce que quand on regarde ça, là, c'est presque comme si quelqu'un nous écrivait un texte pour rapporter le résultat de la consultation. Par exemple, ici, là, ils voulaient avoir des stations debout, plus d'électricité. Ils voudraient avoir plus de facilité à rencontrer les bibliothécaires. La lumière était pas bonne, les chaises étaient inconfortables. Ils viennent pour utiliser les ordinateurs, les tablettes, pour travailler en groupe, pour relaxer, puis faire un petit somme. Ben oui. Pour numériser, pour relier leurs feuilles. Là, on leur mettait encore d'ailleurs, des machins-trucs pour relier des feuilles. Alors ça, on en a plusieurs de ces affiches-là. Si ça vous intéresse, on pourrait vous les transmettre aussi. Et de multiples sessions d'information et de discussion sur le projet. Ça, c'est une de celles que j'avais faites. Évidemment, quand on fait ça, on a plein d'idées, les bibliothécaires entre nous, là, puis avec les employés de soutien, puis dire qu'est-ce qu'on pourrait faire, puis là, on se fait des plans, là, pas possible. Mais il faut vraiment aller sur le terrain puis confronter nos idées avec la réaction des gens puis leurs attentes. C'est extrêmement important. Et on prête flanc, les gens vont au micro, puis là, ils racontent toutes sortes d'affaires. Des fois, c'est pas amusant à entendre, mais il faut le recevoir puis dire merci beaucoup. On va réfléchir à tout ça. Pas besoin de dire on the spot, là, tu sais. Ça va être ça la solution. Non, mais il faut être prêt à accueillir les bons commentaires et les très mauvais commentaires. Puis les très mauvais, souvent, nous font plus avancer. Hormis, bon, il y en a toujours des grippettes, là, mais bon, ça, c'est normal dans toutes les communautés. Il faut être prêt aussi à accueillir ça. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup fait. Un exemple d'une consultation qu'on a faite. Alors, quand vient le temps, là, j'avance un petit peu plus vite, un peu plus loin dans le projet, quand vient le temps de faire le choix du mobilier, les architectes nous disent, bon, on va demander parce qu'on en avait beaucoup, là, de mobilier, là, vous pouvez imaginer. On a acheté 1,6 km de tables. Si on colle les tables une après les autres, là, alors puis il y a 3332 places, vous imaginez, là, c'est énormément de mobilier. Alors, les architectes nous disent, puis la designer, on avait une designer qui travaillait au projet pendant une année seulement sur le projet de Webster. On va faire venir des exemples, là, des démos, puis on va pouvoir les essayer, puis demander aux employés de voir, puis tout ça. On pourrait pas essayer de faire ça un peu différemment. Alors, on a demandé des démos. On en a eu beaucoup. Et on les a mis dans l'espace public. Alors là, vous voyez comment était la bibliothèque avant. Là, puis ça, c'était vraiment temporaire, là, avec, le linoléum au plancher, puis des vieilles chaises et tout. Et on leur a mis chacun un petit numéro. Puis pendant 3 semaines, les étudiants ont utilisé ce mobilier-là. Il y en a même qui ont brisé en dedans de 3 semaines. Ils utilisaient. Là, on voyait que c'était quoi qu'il ne fallait pas acheter, évidemment, quand ça brisait. Et avec le petit numéro, ils remplissaient un sondage, soit en ligne, soit avec un bon vieux papier puis un crayon, pour nous dire qu'est-ce qu'ils préféraient puis pourquoi. C'était très, très clair dans la consultation que c'est pas celui qui était pour avoir le plus de votes qu'on était pour acheter. C'est un marché public, hein? Alors, il faut faire un appel d'offres, puis donner les caractéristiques et tout. Mais il s'est avéré que le petit fauteuil là, de la salle de lecture qu'on a, c'est celui qui avait été préféré. Ça a tombé comme ça, parce qu'on a compris qu'est-ce qu'il cherchait, qu'est-ce qu'il voulait, puis on a transcrit les caractéristiques en conséquence. Puis, je dirais pas par hasard, le processus nous a amenés quand même sur cette chaise-là. Oui? Est-ce que vous avez eu une grande réponse des étudiants? Parce que c'est comme un effort pour eux. Là, ils peuvent s'installer, s'asseoir et dire « Oh, c'est cool », mais il y a un effort à aller remplir un sondage en ligne. Oui. Est-ce que vous avez eu une grande réponse? Oui, on a de mémoire, là, c'était au-delà de 500 réponses qu'on avait eues. Mais à Concordia, il y a quelque chose de particulier entre les étudiants et la bibliothèque. Quand ils aiment quelque chose, ils nous le disent, puis quand ils aiment pas, ils nous le disent aussi. Et je reçois dans ma boîte de courriel des courriels d'étudiants, les autres membres de la bibliothèque aussi.
c'est une communauté qui participe, qui est très militante sur toutes sortes d'affaires, puis qui participe quand on leur demande de venir. Bien évidemment, il ne faut pas que ce soit une consultation juste pour faire de la consultation, parce que ça, là, ils vont réagir après aussi. Alors, non, en fait, c'est jamais difficile. En fait, on se pose même pas la question. Si on ouvre, puis on dit aux gens, venez nous dire ce que vous pensez, on est certain que ils vont venir. À chaque fois, c'est comme ça. Mais c'est pas juste ce qu'ils nous disent, c'est aussi ce qu'ils font. Alors, nous, on a fait de l'observation pendant que cette activité-là se passait. On a beaucoup observé comment ils faisaient. Puis qu'est-ce qu'ils utilisaient, qu'est-ce qu'ils n'utilisaient pas, puis comment ils l'utilisaient, puis combien d'espace ils avaient besoin autour d'eux. Vous voyez? Donc, il y a l'information directe qu'on reçoit. Quand on dit « Qu'est-ce que tu voudrais avoir? » Dis-nous-le maintenant par 3 points. Puis il y a aussi ce qu'on observe qui est extrêmement utile. Bon, là, c'était une autre... Il y a ce petit pouf-là qu'on a décidé finalement d'acheter. Celle-là, cette chaise-là aussi. Mais dans tout le reste, je pense qu'il n'y a rien d'autre. On avait eu vraiment... Et puis, toute cette consultation, puis cette campagne de communication, on était super contents parce qu'on a obtenu des prix sur ça, spécifiquement, comment on a fait le travail avec les étudiants. Alors, tout ça nous a amené à 22 types d'environnements d'apprentissage différents. En 3 catégories, travail solo, environnement d'apprentissage en collaboration et des espaces d'enseignement, technologie et de services. Alors, le travail solo, c'est la place individuelle dans le silence. Place individuelle avec un ordinateur, donc ça en fait un deuxième. Les carrels, souvent on appelle ça des isoloirs, mais les isoloirs, c'est là qu'on va voter. Hein? Alors, les carrels, c'est un vieux mot français du Moyen-Âge que je pense qu'il faut recommencer à utiliser. Les collègues français l'utilisent. Hein? Je fais la recherche sur le mot. Il n'est pas dans le dictionnaire. Le petit Robert, mais dans le grand, il est. Je l'aime, ce mot-là, je le trouve bien. Pour distinguer, tu sais, l'isoloir d'un carrel. Alors là, il y a des panneaux de 18 cm, mais il y a aussi des panneaux de 40 cm. Pour ceux qui ont vraiment besoin de se concentrer. Puis pour moi, ça aussi, c'est une chose importante. Hein, on fait affaire avec toute une communauté. La chaise, par exemple, qu'on a choisie, il fallait que ça fonctionne pour la petite fille qui pèse 100 livres mouillés, puis le joueur de football des Stingers. Il faut que ça marche pour tout ce monde-là. Puis il y a des affaires il y a des situations comme moi, travailler avec un carrel, là, je peux même pas m'imaginer me sentir bien 5 minutes là-dedans. J'ai besoin d'avoir une ligne d'horizon, puis éventuellement voir dehors. Mais il y en a qui peuvent pas travailler autrement qu'avec le carrel. Il faut vraiment faire attention pour sortir nos préoccupations de notre démarche, et d'y aller vraiment avec les étudiants. Station debout. Salle de lecture pour les étudiants des cycles supérieurs, ça c'est extrêmement important, évidemment pour vous tout autant, sinon plus. Salle de rédaction des thèses et des mémoires pour aller écrire. Une salle zéro bruit où on suggère aux étudiants de ne pas utiliser leur clavier. On peut pas être là, on peut pas mettre quelqu'un là pendant 24/7 pour s'assurer que ce soit le cas. Il y a des rondes. Donc, quand on passe, on peut faire une intervention, dire on peut pas utiliser le clavier ici, regarde la signalisation. Mais en général, là, c'est très bien respecté. C'était un besoin que les étudiants nous ont demandé. Là, on a entendu récemment un espace où il n'y a pas de Wi-Fi qu'ils voudraient avoir. Pour pas avoir accès, c'est ça. Il y a des endroits qui en veulent plein, puis il y en a d'autres qui veulent pas de Wi-Fi. Pour vraiment être dans un endroit zen, là. On va y réfléchir. Peut-être que c'est une bonne idée. Du côté de l'apprentissage en collaboration, là, c'est une mobilier un petit peu plus décontracté. Travail en collaboration sur des chaises ou sur des tabourets, des places individuelles en environnement social. Ça, c'est celui ou celle qui aime travailler dans un café. Qui aime avoir un bruit de fond autour, là. Il y en a que ça aide ils se sentent plus concentrés, là, quand ils ont besoin de se sentir partie d'un groupe. Ils veulent pas être tout seuls. Alors, on leur a donné des espaces comme ça. Salle de travail en collaboration, là, vraiment qu'une porte, là, une petite salle de travail en collaboration. La salle de préparation d'exposés.
Alors, c'est des salles, je vais vous le montrer tout à l'heure, j'ai une photo. Le salon des étudiants des cycles supérieurs où ils peuvent relaxer un peu, discuter entre eux. Nos étudiants des cycles supérieurs, et je suis certaine que c'est la même chose pour vous, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils se sentent seuls. Quand ils ont fini leur scolarité, là, et ça dépend des disciplines, c'est sûr que s'ils sont en sciences, ils sont au labo, puis là, il faut qu'ils sont avec tout le monde. Mais quand vient le temps d'écrire, même pour eux, là, ils ont besoin d'une place pour aller écrire. Donc, la salle de travail, la salle de rédaction des thèses et des mémoires, c'est bon pour eux parce qu'ils nous disent il faut que je sorte du labo parce que sinon, je me fais toujours déranger par mes copains pendant qu'il faut que j'écrive. Donc, mais si on est en sciences sociales ou en sciences humaines, on se sent seul. Puis souvent, ils vont avoir tendance à travailler à la maison. Parfois, c'est pas possible. Alors, ou que ça fonctionne moins bien. Alors, quand ils sont au salon, ils peuvent connecter avec d'autres, puis avoir des échanges. Alors, c'est un espace pour ça qu'on a décidé de leur en donner un. Et une zone pour les revues et les magazines. Nous, on a tout concentré ça au rez-de-chaussée. Sur l'étage ici, là, vous les avez organisés par discipline ou famille de discipline. Nous, on a tout regroupé ça au rez-de-chaussée. En fait, pas le rez-de-chaussée, mais le premier étage de la bibliothèque. Ensuite, autour des espaces d'enseignement, technologie et services, des salles de consultation pour les bibliothécaires. Donc, les bibliothécaires ont leur salle, ont leur bureau fermé. Et il y a des salles de consultation pour rencontrer les étudiants. Vraiment tout près de l'entrée de la bibliothèque pour que ce soit plus facile. Il y a des bibliothécaires qui préfèrent recevoir leurs étudiants dans leur bureau ou dans les espaces de travail en collaboration des employés, mais plusieurs d'entre eux préfèrent que ce soit dans un espace public. Donc, on a offert ça aussi. Des salles de classe, une salle multifonctionnelle, un bac à sable des technologies, j'y reviendrai, studio de visualisation et puis la salle de soutenance de thèse et de mémoire. Alors voilà, c'est les 22 environnements. Pour ceux qui aiment visualiser avec un plan dont je suis, notre bibliothèque, c'est 2 tours. D'un côté, ça fait 7 étages. De l'autre côté, ça fait 11 étages. Puis dans le milieu, il y a un atrium. Ici, c'est un atrium. Alors, on a des passerelles. C'est un espace qui est très ingrat, très, très difficile à concevoir là, pour l'architecture parce qu'on est toujours en train de tourner autour de quelque chose. On tourne autour de l'atrium. Il faut nécessairement utiliser les passerelles pour aller d'une tour à l'autre. Et puis, on a les blocs techniques ici ou les toilettes. Donc, on est toujours en train de tourner autour de quelque chose. C'est difficile d'avoir de grands espaces, de dégager de grands espaces. La rue Bishop est de ce côté-là et la rue Mécaille est ici, de Maisonneuve, Sainte-Catherine. Alors, du côté Bishop, à chaque fois, à chaque étage, de chaque côté, on a mis 2 grandes salles de lecture, silencieuses. Alors, dans notre bibliothèque, on peut parler partout. Parle au téléphone, parler fort, pas fort. Bon, on peut parler partout, sauf dans les salles de lecture. Dès qu'il y a une porte qui s'ouvre, on arrête de parler. Parce que là, on essayait là, de contrôler le téléphone, puis ça marche pas. Puis même, moi, je me vois, là, je texte mes enfants. Là, il m'en reste juste un aux études, mais tu sais, pendant la journée, ou bien on peut pas leur enlever le téléphone, c'est pas possible. Bon, c'est sûr que là, s'il y a quelqu'un qui arrive et commence à gérer sa business dans la bibliothèque, puis à parler, on va dire. Mais règle générale, là, il n'y avait pas vraiment d'abus. Donc, on a décidé de s'adapter puis de tourner ça. Ça a été un petit peu difficile pour plusieurs employés parce que pour eux, bibliothèque, ça voulait dire silence partout. Alors, il faut s'adapter à nos étudiants, ouais, mais ils nous ont tous dit, vous vous souvenez, on va avoir des espaces en silence. La bibliothèque, c'est la seule place à Montréal où je peux être en silence. Donc, il fallait leur donner ça. C'est comme ça qu'on le fait. Alors, à chaque étage, puis c'est plus facile pour eux, ils savent, côté Bishop, à chaque étage, j'ai 2 grandes salles de lecture. Parce qu'un autre élément qu'on a entendu de nos étudiants, qui nous a beaucoup étonnés, c'est qu'ils ont de la difficulté à se repérer dans la bibliothèque. Et ça, vraiment, je ne l'attendais pas du tout. Quand on a fait la consultation, là, je ne m'attendais pas à ça. Alors, voilà. Puis de l'autre côté, ben, c'est surtout les services, mais il y a aussi des collections selon les étages. Ça vous donne une petite idée là, du modèle. Alors, les photos maintenant. Alors ça, c'est une salle de lecture silencieuse. Il y a des photos où il n'y a pas d'étudiants, évidemment. Ça a été pris avant qu'il y ait quelqu'un qui arrive. Mais il y en a d'autres avec, vous verrez. Alors, on est dans la salle de lecture et puis ça, c'est le mur vitré qui donne sur les collections.
Alors ça nous vient encore de nos étudiants qui nous ont dit c'est vrai, on les utilise beaucoup moins, les livres. C'est parce qu'on en a moins besoin. Mais on aime être entouré de livres. On aime ça, voir les livres autour de nous. Nos étudiants il y a 5 ans à peu près. Alors, c'est ce qui a déterminé l'orientation du rayonnage, pour que quand on soit dans la salle de lecture, on est dans la salle de lecture, qu'on voit les livres. Alors, ça, on voit une vue ici de partout, vraiment littéralement partout. Peu importe où on se trouve dans la bibliothèque, on a toujours une ligne vers la lumière naturelle. On peut se tourner d'un endroit à un autre, puis on va toujours voir la lumière naturelle. Chaque place a une petite lampe avec de l'éclairage d'appoint. C'est Dell pour l'ensemble. Puis qu'on utilise, Dell, c'est vraiment fabuleux. On n'utilise même pas 70 %. Et puis ensuite, ils ont aussi une petite lampe Dell avec un gradateur d'intensité. S'ils oublient d'éteindre, au bout de 2 heures, ça va s'éteindre. La lumière va s'éteindre pour l'économie d'énergie. Alors ça, c'est une des salles de lecture qu'on a, celle au 5e étage. C'est la salle argentine. Nos salles de lecture et nos salles de travail en collaboration ont été nommées par des pays. Et là aussi, c'est pour aider les étudiants à s'orienter. Ils diront pas viens me rejoindre, je suis texté à son ami, viens me rejoindre, je suis à la bibliothèque dans la salle LB 385. Ils diront jamais ça. Mais ils se disent, puis on le voit dans Spotted at Concordia, vous devez certainement avoir un Spotted at Laval. On apprend des affaires là-dessus. Des affaires qu'on aimerait mieux pas lire, des fois. Mais on apprend beaucoup de choses, y compris pour la bibliothèque. On a deux employés chez nous qui vont voir là, à tous les 2-3 jours là, pour voir s'il y a des choses. On a eu l'idée, par exemple, en lisant ça, de prêter des fils pour charger les téléphones. Y a-t-il quelqu'un qui a un fil pour charger un iPhone? J'ai oublié le mien à la maison. Alors, on va leur en donner au comptoir de prêt. Un exemple. Celle-là, alors, ils peuvent se dire, là, viens me rejoindre dans la salle Argentine. Viens me rejoindre dans la salle Inde, dans la salle France, dans la salle Irlande. Et ils l'utilisent plus que des numéros. Et là, c'est aussi un autre exemple on a fait une percée dans le mur pour voir les collections. De ce côté-là, c'est la lumière naturelle. Voir les collections, c'est aussi quelque chose d'important. Beaucoup, comme ici, beaucoup de murs de verre pour la transparence. C'est une des salles de lecture là, de chaque côté, là, du côté Bishop que je vous montrais. On a mis les ordinateurs, des places individuelles et aussi des carrels dans la même salle. Et ce sont ces salles-là qui sont silencieuses. Avant, on avait nos ordinateurs, je vous l'ai montré au début, dans l'espace un peu comme Learning Commons, là, dans l'espace ouvert. Mais les étudiants nous disaient, quand je suis assis à l'ordinateur, je travaille pas en équipe. Je suis en train de lire, je suis en train d'écrire ou de regarder une vidéo. Il me dérange autour. Alors, on a mis les ordinateurs dans les salles de lecture silencieuses. Justement, les carrels. Donc là, c'est celui avec des partitions de 18 cm. Mais quand c'est 40 cm, là, c'est même un petit peu plus haut que les lumières, que la lampe. Pour qu'il vraiment... Et ça, on l'avait juste fait avec 18 cm. On a sorti notre première phase. Puis on a eu plusieurs étudiants qui nous ont écrit « Les panneaux sont pas assez hauts, j'ai besoin de me concentrer plus. » Ou un autre qui dit « Ah, moi, j'ai un déficit d'attention, c'est ça que ça me prend pour que je puisse me concentrer. » Donc, on a fait ajuster les plans, puis on en a fait à 40 cm. Ah oui, alors là, vous voyez, c'est 3 prises électriques pour une place. Quel luxe! En fait, ça devait être 2, là, mais ce module-là existait, puis il était moins cher que l'autre, puis il avait l'air d'être bien bon. On en met 3. Donc, puis quand c'est des places individuelles, on met un module comme ça entre 2 places. Donc, un minimum de 1,5 prises par personne, mais ça va jusqu'à 3 quand c'est dans les carrels ou les places où il y a un ordinateur. C'est l'espace, un petit peu l'espace lounge là, pour les étudiants des cycles supérieurs. Ils ont une cuisinette. Là, la porte qu'il y a ici, c'est une cuisinette. On leur a mis un petit frigo, puis un micro-ondes, puis une bouilloire s'ils veulent, puis une petite table pour manger. Ils peuvent pas manger dans cet espace-ci, mais ils peuvent prendre le thé, ils peuvent discuter entre eux. Et les espaces ici, c'est pour la rédaction. On leur a pas mis des cellules, on n'a pas de place. C'est certaines universités qui font ça, là, des petites cellules pour les étudiants des cycles supérieurs, puis on leur donne pour tout le trimestre. On pouvait pas faire ça. Mais en discutant avec eux, parce qu'on a eu des séances spécifiquement avec les étudiants des cycles supérieurs, ça revenait tellement souvent de l'isolation qu'ils sentent, de pas se sentir dans un groupe, là.
on s'est dit, on va leur faire des petites salles. Donc, on en a 4. Il y en a 1, 2, puis il y en a 2 ici, 3, 4. On voit le même mobilier. Donc, ils peuvent nous dire, voici les livres dont j'ai besoin, on va leur chercher. On prête les livres à la tablette. Ils peuvent en avoir jusqu'à 120 là, pour le moment. À un moment donné, ça va être 100. Et puis, on a les casiers aussi pour les étudiants. C'est pour le trimestre, les casiers. Et donc, au début du trimestre, ils peuvent les réserver. Les casiers, ça marche fort, fort, fort. Ça, on pense qu'on va devoir en ajouter. Alors, c'est comme ça qu'on est allé. Si on était dans une université à plus haute intensité de recherche, probablement que ces espaces-là devraient être beaucoup plus importants. Mais il y a une salle de lecture qu'on a mise seulement pour les étudiants des cycles supérieurs. Ils peuvent y entrer dans cet espace-là comme dans la salle de lecture avec leur carte. Oui? C'est quoi qu'ils mettent dans les casiers? Ça peut être leurs pantoufles, les effets personnels. Oui, oui. Mais c'est pas vraiment un casier pour mettre le manteau puis tout ça, là. Mais je dis pantoufles là, parce que j'en ai vu une qui aimait mieux écrire dans ses pantoufles que dans ses bottes pendant l'hiver. Alors là, on voit une autre perspective. Donc, si vous êtes dans l'espace pour les étudiants des cycles supérieurs, il y a le mur vitré, un corridor avec des petits fauteuils ici, un espace plus contracté pour les étudiants. Et l'autre salle, la salle argentine, qui s'en va vers l'atrium. Oui, puis si on se retournait de l'autre côté, on verrait dehors. Il reste une autre salle, puis on verrait dehors. Il y a toujours cette transparence-là là, entre les espaces. Alors, ça nous a demandé de mettre des petits dessins là, dans les vitres là, pour pas que les gens rentrent dans... Jamais. Non. Non plus. Les casiers, oui. C'est pas des casiers d'une journée. On a réfléchi à ça. On pensait peut-être y aller avec juste une journée, puis à chaque jour, il faut que ça soit vidé. Puis, on a décidé d'y aller pour le trimestre. Puis, ça va bien. Parce qu'un étudiant des cycles supérieurs, on veut on veut qu'il prenne l'habitude de venir. En fait, en les écoutant, là, puis aussi avec l'expérience que j'ai eue quand j'ai écrit ma thèse, tu fais ta scolarité, tu fais ta collecte de données, ça va donc bien. Puis là, à un moment donné, il faut que tu t'assoies puis que tu écrives. Puis ça, c'est dur. Il y a toujours quelque chose d'autre à faire. Tu sais, faire le ménage de ton sac d'école, partir une petite brassée, manger un yogourt, je sais pas quoi. T'arrives jamais, tu sais. Et alors, puis là, tu te sens tout seul en plus. Donc là, si tu vas là, puis ce que tu as à faire, là, c'est écrire tes 5, 6 bonnes pages par jour. Puis là, on fait des camps d'écriture. On fait tout ça, là. Puis là, on leur parle de ça, là, je leur dis que les cimetières sont remplis de thèses qui sont pas finies. Mais que si tu es capable d'écrire 3 bonnes pages, tu es capable d'écrire une thèse. Puis tu t'en viens là, puis tu te concentres, tu sors pas avant d'avoir écrit tes 3 pages. Ça, c'est ce genre de dynamique là, qu'on a voulu créer pour nos étudiants. Oui? Juste un commentaire en tant qu'étudiante. Récemment, j'ai terminé ma maîtrise, puis j'ai étudié ici. Puis tous les soirs, j'avais comme juste 2 semaines. Je n'avais pas besoin pour tout le trimestre, moi. Mais j'avais besoin pour que je n'ai pas réservé le cabinet pour toute la durée d'études, de semestre. Mais finalement, le soir, je trouvais ça difficile de vider le cabinet, puis de revenir demain ou dans 2 jours. Ah oui. Régulièrement. Est-ce que ça, c'est doctorat maîtrise? Doctorat maîtrise. Oui, les deux. Ouais. Mais si c'est dans la feuille, si c'était à refaire, là, on aurait plus de casiers. On pense en ajouter. Les environnements d'apprentissage en collaboration. Donc là, c'est plus des assises un peu plus décontractées. Travail en collaboration, travail d'équipe. Dans cet espace-là qui est au 3e étage, c'est curieux parce qu'ils ne parlent pas. Si vous venez visiter la bibliothèque, là, je ne sais pas comment ça se fait. Il y a quelque chose dans cet espace-là qui n'incite pas. Peut-être c'est la proximité des livres. Mais tous les autres étages, ça fonctionne bien. Ils parlent, mais c'est pas trop élevé. On a eu un acousticien qui a travaillé au projet. On s'est battu bec et ongle pour avoir un acousticien qui travaille au projet. Parce que c'est pas quelque chose de courant dans les projets de construction, de rénovation dans les universités. Mais on avait tellement un gros problème de bruit dans la bibliothèque. On a beaucoup insisté. Puis il nous a vraiment fait un travail extraordinaire. Alors ici, vous voyez, là, ici, c'est des panneaux acoustiques, là aussi. Il y a de la mousse au plafond.
Puis, les matériaux qui ont été choisis, là, les architectes ont beaucoup travaillé avec l'acousticien pour faire les meilleurs choix possibles pour le son. Alors, c'est les mêmes étudiants, mais c'est avant les employés qui disaient oh, « je viens de faire le tour de la bibliothèque, c'est un vrai zoo ». Mais c'est vrai, là, le nombre de décibels était vraiment très, très, très élevé. Et là, maintenant, on ne voit jamais ça. Jamais, jamais. Alors, le même espace avec des étudiants. Tout le mobilier, dès que c'est à peu près de cette dimension-là et plus, là, est ancré au sol. Tout ce qui bouge, ce sont les poufs, les panneaux. Donc, c'est des panneaux blancs comme ça, là, sur roulette. Ça, ils peuvent les bouger. Les poufs, les petites tables d'appoint, ça, ils peuvent partir avec, les mettre n'importe où. Mais le mobilier est ancré au sol. Dans certaines bibliothèques que vous avez peut-être visitées, c'est pas le cas, ils peuvent les bouger. Mais on n'a pas le budget pour avoir une équipe pour tout replacer le matin. Puis on ne voulait pas que ça ait l'air d'un sous-sol d'adolescents, un sous-sol de banlieue d'adolescents. Alors, on a fait ce choix-là. Il y a moins de flexibilité, mais c'est en ordre. Parce que si c'est pas en ordre, c'est n'importe comment, ben on le sait, hein, on sait quand on est responsable d'espace public, les espaces sont moins respectés. Alors ça, c'est une des façons qu'on a décidé de faire. Mais moi, j'étais très craintive quand on a décidé d'aller dans cette direction-là, puis on n'a jamais eu un commentaire. Comme, bon là, rappelez-vous, le 2011-2012, là, la grande tendance, c'était de faire des espaces comme ça à grandeur de la bibliothèque. Pensez à Hunt Library, là, où il n'y a même pas une salle complètement fermée. Et c'était Gerald Beasley et moi qu'on travaillait là-dessus. Là, puis je me disais, sapristi, nous, on est là avec nos grandes salles de lecture silencieuses comme milieu du 19e siècle. Là, c'est ce qu'on est en train de faire fausse route. Puis, mais c'est pas possible parce que c'est ça que les étudiants nous disent. Même si c'était dans notre profession, la tendance très forte qu'on entendait puis qu'on lisait partout, je me suis dit, on peut pas le faire. C'est pas ça que... Peut-être qu'à Concordia, ils sont différents, je sais pas. Mais en fait, moi, je me rends compte que non, ils sont pas différents tant que ça. Et les salles silencieuses, là, on s'en félicite encore aujourd'hui. Alors, on continue à croire aux livres imprimés, évidemment. On a des beaux présentoirs avec des petits espaces. Alors, vous voyez ici, là, la table, là, elle est fixée. Il y a l'électricité dans le milieu, puis elle est fixe. Les groupes de travail en collaboration avec l'écran, Wi-Fi, mais ils peuvent aussi se brancher là, filaire et une caméra dans chaque salle aussi. Il y a certaines salles qui ont 2 écrans. Ils peuvent, là on le voit pas ici, mais il y a une tablette à l'entrée où ils peuvent réserver, ils peuvent voir quand c'est réservé, c'est Booked qu'on utilise et qu'ils peuvent réserver sur leur téléphone mobile aussi ou par Internet. Ça fonctionne très, très bien. La salle de pratique d'exposé. Alors, il y a une caméra qui est un petit peu plus loin. Dans le lutrin ici, il y a un écran de Crestron. Puis, on appuie sur un bouton, on met notre clé USB et puis on appuie sur le bouton après la clé. Ça commence à enregistrer. Puis, quand on a fini, on appuie sur le bouton, le fichier s'en va dans la clé USB. C'est tout. Et ils peuvent se voir. Donc, ils viennent de s'enregistrer. Oui? Exactement. Okay. Oui, exactement ça. Ça peut être... Nous, on a suggéré par le nom la pratique d'exposer, mais ils peuvent l'utiliser pour enregistrer tout ce qu'ils veulent. Et là aussi, c'est juste par le nom, là, salle de pratique d'exposés oraux. On n'a rien eu besoin de faire. On pensait qu'on aurait besoin d'un service de coaching pour leur montrer comment ça fonctionne. Ils ont vu tout de suite comment ça marchait, puis ils les utilisent très facilement. Alors ça, c'est une autre de nos salles de travail en collaboration, mais cette fois-ci avec 2 écrans. Et là, vous voyez le rayonnage dont je vous parlais. Là, on a ajouté une tablette en haut. On a pris notre ancien rayonnage, puis comme on a enlevé le plafond suspendu, comme ici, ça nous a donné de l'espace. Et là, ça prend 16 pouces entre les gicleurs et le haut des livres. Donc, ça nous permettait d'avoir une tablette de plus. Évidemment, là, le petit tabouret, c'est pas assez pour aller jusqu'en haut. Donc, on a acheté des échelles mobiles avec, là, je sais pas, j'en ai sur les photos, mais quelque chose de vraiment très, très sécuritaire. Et là aussi, on se disait, est-ce que ça va être un problème dans les opérations? On a demandé aux employés qui rangent les livres de nous aider à choisir les bons produits. Parce que je leur disais, c'est soit ça
ou on envoie des livres dans un entrepôt. Là, si on envoie des livres dans un entrepôt, avec la toute petite partie de la collection qu'on avait, c'était quand même 260 000 $ par année. Ben, moi, j'aime mieux payer des employés avec cet argent-là puis acheter des livres que de mettre ça. Alors, on s'est dit, on va l'essayer. Dans le pire des cas, on enverra nos livres. Mais non, ça a fonctionné. On a à peu près de l'espace pour encore 4 ou 5 ans. On espère qu'on puisse, avec la suite là, de la plateforme partagée, qu'on puisse travailler sur un entrepôt commun. Oui? Y a-t-il des salles ou des places qui ont le droit de manger? On a un petit espace avant l'entrée de la bibliothèque seulement. Là, ici, c'est différent. Hein? Là, on est au centre-ville. Maisonneuve, Mackay. Il y a des cafés partout. Il y a même un Tim Hortons puis un Starbucks au rez-de-chaussée de l'édifice où on est. Peut-être que je suis vieux jeu, là, mais moi, j'ai fait mes études en Europe. J'étais même pas capable d'apporter un verre d'eau, une bouteille d'eau dans la bibliothèque, là, ici. On a mis la frontière au café avec un peu comme vous, avec des tasses, là, comment on appelle ça? En anglais, on dit spill-proof mugs, là, qui sont scellés, là. Mais pour la nourriture, c'est très clair. Il n'y en a pas de nourriture dans la bibliothèque. Maintenant, moi aussi, même dans la bibliothèque de la Sorbonne, j'ai mangé mon sandwich en mettant dans ma... C'est correct. Je veux juste pas le voir. Parce que si on met la ligne à on peut manger des choses sèches ou je sais pas quoi, ben la pizza va se faire livrer dans la bibliothèque. Et c'est pas des blagues, là. C'est à Calgary, là, à l'Université de Calgary, j'ai vu des pizzas rentrer dans la bibliothèque. Alors, nous, c'est ça qui est notre... Est-ce que c'est simple à appliquer? Non. Est-ce que les employés sont déçus parce que c'est pas une règle claire du genre pas de nourriture pantoute, on veut rien voir quand on te voit avec la nourriture, on te sort de la bibliothèque avec l'agent de sécurité. Est-ce que ça serait pas mieux de dire pas de café du tout, du tout, du tout? J'ai certains employés qui me disent ça serait bien mieux de faire ça comme ça. Mais là, il faut s'adapter juste un tout petit peu, puis nous, c'est là qu'on a mis la ligne. Mais je trouve pas ça évident. Alors, enseignement et services. Donc, c'est notre comptoir de prêt d'un côté ici, les machines d'autoprêt de l'autre côté. Parce que quand on est ouvert 24/7, évidemment, les bibliothécaires, les employés, on dort. Hein? Alors, ici, on a un grillage, puis les étudiants peuvent emprunter la collection avec les machines d'autoprêt. Ici, c'est notre salle de réserve. Donc, la salle de réserve, la collection de réserve n'est pas derrière le comptoir à Concordia. On a fait une salle en accès libre qui est aussi ouverte 24/7. Donc, tous les livres de la réserve de cours sont là. Ceux que vous voyez ici, c'est ceux qu'on va... Les employés, pas les employés, mais les membres de la communauté, quand ils veulent emprunter un livre qui sont dans notre base de données, ils vont dire « Je le demande, ce livre-là ». Puis, quand ils font ça, on va le chercher pour eux. Comme ils font à la bibliothèque publique, là, je ne sais pas si vous avez ce service-là aussi. Là, on leur met un papier là, avec les 3 premières lettres de leur nom puis les derniers 4 chiffres de leur numéro d'étudiant, parce qu'on veut la confidentialité, là, on ne veut pas que les gens sachent qui lit quoi. On leur met ça comme ça, puis ils viennent les chercher. Je pense qu'ils ont 4 ou 5 jours pour venir les chercher. Ça marche. Comme vous voyez, là, il y en a toujours beaucoup de livres. Là. Ils aiment beaucoup ce service-là, les profs en particulier. Et puis, la collection est derrière. La collection Pardon? Oui. Oui, parce que c'est une bibliothèque dans la bibliothèque. Ça a l'air de rien, là, mais c'était assez compliqué à faire. Ici, vous voyez, il y a le portail de sécurité, qui est le même pour la bibliothèque principale. Donc, quand ils sortent ici puis qu'ils n'ont pas utilisé les machines d'autoprêt, ça va sonner. Et le comptoir de prêt est juste ici. Et on a un photocopieur, puis là, maintenant, on a mis un numériseur aussi. S'ils veulent numériser un chapitre, ils peuvent le numériser. Les livres, les textbooks, là, les manuels sont d'ordinaire, là, pour presque la totalité de la collection, peuvent être empruntés pour 3 heures. Alors, soit ils l'empruntent, ils vont lire, ils peuvent partir de la bibliothèque s'ils veulent, et ils reviennent après au bout de 3 heures, ou bien ils le numérisent ou ils photocopient. Ils photocopient presque plus. C'est juste la numérisation maintenant qu'ils font, le chapitre, puis ils s'en vont. C'est ça qui est l'utilisation. Puis au début, c'est pas ouvert la nuit, puis maintenant on ouvre la nuit, puis ça va super bien. On achète tous les manuels de tous les cours de premier cycle, systématiquement. On travaille avec la librairie. Ce qu'ils ont sur leur liste, on leur dit « donnez-nous-en ».
vendez-nous-en plutôt. Donc, là, je vois c'est pas mal de papier, donc vous avez, est-ce que vous achetez quand même des collections électroniques, mettons des manuels, des textbooks électroniques, ou si vous liez plus sur le papier? Bien, on fait ce que le prof a demandé. Parfois, le textbook il n'est pas disponible autrement qu'imprimé. C'est seulement dans ce cas-là qu'on va l'acheter imprimé. On a une réserve numérique. On utilise le logiciel ARES. Et donc là, le prof va dans cette interface-là, puis il dit, bon, pour tel cours, j'ai besoin de ces livres-là en lecture obligatoire ou ces articles ou peu importe, chapitre de livre. Quand on a le numérique, là, nos employés vont faire un lien avec le proxy puis tout ce qu'il faut, là, parce que copier-coller, ça ne marche pas, comme vous savez. Les profs, ils pensent que c'est juste copier-coller, on va s'en occuper. Et puis, quand il existe juste sur imprimé, on va numériser, mettons, le chapitre. Pas le livre au complet, évidemment, mais on va numériser le chapitre ou bien l'article, puis on va les mettre dans la réserve. Donc, l'étudiant, quand il va dans la réserve numérique, il y a tout ce qu'il y a à lire. Le prof, le trimestre d'après ou 2 trimestres plus tard, bien, il va repartir avec ce qu'il y avait la dernière fois. Il y a juste à faire des petits ajustements. Et nous, en plus, bien, on fait la gestion des droits d'auteur pour ces collections imprimées, numériques, là, pardon, pour ces collections numériques. Juste pour revenir sur la réserve, ça, c'est des documents, c'est tous les documents textos qui sont utilisés dans les cours. Oui. C'est tout ce que vous mettez là-dedans. Oui. Ils sont toujours là-dedans. C'est pas une réserve qui est montée, démontée à chaque fois. Et c'est toujours là. Parfait. Oui. Quand le prof demande un document, un prof demande pour une session donnée de monter un tel document, je le veux pour ma session, Oui. tel, est-ce qu'on fait pour une session ou on dit on va l'acheter et on va le mettre pour toujours dans la réserve? On le fait. Alors, les livres sont reliés à un cours. Et puis, on sait les cours qui continuent à se donner, ceux qui ne continuent pas à se donner. Après, d'habitude, je me souviens bien, c'est au bout de 2 ans qu'on fait le ménage. Parce qu'il y a des textbooks qui ont eu une nouvelle édition, qu'on n'utilise plus. Là, on les prend, puis on les met sur des tables, on met à donner, les étudiants les ramassent. Aux 2 ans, à peu près, on fait un ménage. Vous ne montez pas et démontez à chaque fois, ça, chaque fois. Non. Bien, il y a un travail qui se fait, là, c'est sûr, mais on sait qu'il y a des choses qui vont revenir, donc on les laisse là. Et lorsqu'un étudiant demande un document, c'est pas une réserve des cours, mais il réserve un document dans le système. Oui. Est-ce que vous avez des documents accès direct? Qu'est-ce que tu veux dire? Un document qui est emprunté. Oui. Un étudiant le réserve. Oui. Est-ce que vous le mettez en arrière aussi dans cette réserve-là? Oui, effectivement. Alors, nous, on appelle ça les recalls. Si j'ai emprunté un livre et puis tu veux l'avoir, mettons, 3 mois après que je l'ai emprunté, bien là, il va être rappelé, le rappel. Et on va me le rappeler, puis on va me donner 3 jours pour venir le porter. Là, on va le mettre là. Oui. 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 Il y a juste les prêts en bibliothèque qu'on a derrière le comptoir parce qu'on ne peut pas les mettre dans le système, là, puis c'est aussi les documents des autres institutions. Oui. Pour placer, vous êtes ouvert 24/7. Oui. Ça veut dire qu'il y a toujours quelqu'un au comptoir du prêt, j'imagine? Non, pendant la nuit, il n'y a personne. S'ils font de l'autoprêt ou si, mettons, ils font pas l'autoprêt et que ça sonne, est-ce qu'il y a personne? Il va y avoir un agent de sécurité. Oui. L'agent de sécurité, il va pouvoir intervenir juste. Alors, ici, alors on a la réserve, il y a le comptoir de prêt, puis ensuite, c'est l'entrée de la bibliothèque. L'agent de sécurité est là. Il est bien possible qu'il n'entendra pas la sonnerie ici. Celui qui va sortir avec un livre, on ne l'entendra pas. Mais quand il va sortir de la bibliothèque, là, l'agent de sécurité va le voir, va l'entendre, puis il va intervenir à ce moment-là. Il y a un autre portail qui fonctionne de la même manière. On avait jonglé avec l'idée de faire cette réserve-là en RFID, puis l'autre en électromagnétique, mais finalement, c'est mieux comme ça, parce que quand les livres sortent d'ici, par erreur ou je ne sais pas quoi, on peut quand même les attraper à la fin. Oui. Les livres, excuse, je reviens avec Oui. le sujet de la réserve. Vous disiez que ce sont les livres qui sont dans les plans de cours des professeurs? Oui. OK. Puis il envoie la demande à quelqu'un à la bibliothèque, puis c'est à la bibliothèque qui se charge de faire en sorte que les livres soient là. Oui, bien, c'est tout un processus. Hein. Ça, c'est venu parce que nos étudiants nous font un don de 1 $ par crédit par année. Puis, ils nous disent qu'est-ce qu'ils veulent faire avec cet argent-là. C'est à peu près 850 000 $ par année. Ils nous ont dit la bibliothèque 24/7. On veut avoir les textbooks de tous les cours du premier cycle, des ordinateurs et des tablettes en prêt, puis une couple d'autres affaires. Donc là, quand ils nous ont dit on veut faire ça, là,
Là, il fallait qu'on s'organise. C'est qui a l'information? C'est la librairie. Alors là, on a demandé à la librairie de nous transmettre le fichier Excel qu'eux montent par les demandes que les profs leur font pour les achats de textbooks. Parce qu'on ne peut pas demander aux profs de dire à la bibliothèque, voici les textbooks que j'utilise. Ça ne marchera jamais. Donc, on travaille avec la librairie. Puis, c'est de leur liste que nous, on part pour faire les achats. Ils ont souvent des livres, parce que moi, je m'occupe de la réserve. Oui. Ils ont des livres, c'est pas les achats, là, c'est pas récent, Oui, nécessairement. oui. Mais à ce moment-là, c'est pas avec la librairie, il n'y a pas d'achat. Bien, dans ces cas-là, nous, on le ferait, soit on les met en ligne. Là, le prof va nous demander de les mettre en réserve imprimée ou on va les mettre en ligne. On va numériser ces chapitres-là, puis on va les mettre en ligne. OK, c'est vous qui faites le travail de numériser. Oui. Oui, c'est nous. Puis on le refait à chaque trimestre parce que la loi d'auteur, la loi sur le droit d'auteur, on est obligé d'en faire. Parce que aussi, comme j'en reçois encore cette semaine des demandes de professeurs qui demandent à la réserve d'ajouter des livres, puis tout ça à la réserve, ça va encore à la personne parce que c'est pas toujours décidé d'avance quand c'est un nouveau cours. C'est ça. Ça va à mesure, j'y reçois des demandes au cours de session. Oui, alors là, ça va être à la bibliothèque qui va demander. C'est quelqu'un à la bibliothèque à ce moment-là. Oui. Ce qu'on fait avec la librairie, là, c'est seulement pour les textbooks. Textbook, là, c'est le recueil manuel. Non, le recueil de texte, c'est le... C'est les livres, c'est comme un livre. C'est différent d'un livre-livre. C'est un genre particulier. En français, ça s'appelle un manuel. Ça s'appelle un manuel. Comme, par exemple, les presses de l'Université de Montréal, la collection Paramètres. Ou la collection U des presses de l'Université universitaire de France, la collection U. Guylaine, en fait, c'est juste le principe, c'est qu'au fond, on fait le même principe, c'est que tous nos documents qui sont des documents qui sont demandés pour tous les cours, on a le fichier, puis on les acquiert en général à 95%, peut-être à 60%, peut-être à 95%. Non, on les a tout achetés à 100%, donc on les acquiert. Sauf que quand ils rentrent, ils ne sont pas mis nécessairement à la réserve. Ah, d'accord. Ils sont mis dans les rayons. Mm-hmm. Là, ça ajoute, le prof doit demander pour que ce document soit dans la réserve. Si oui. se trouve dans la réserve, le prof n'aura plus à demander ça. Oui, c'est ça. Des cas très rares. Mais on les achète. Oui. Ouais, c'est comme ça qu'on faisait avant. Et pour les bibliothécaires aussi, il y a eu comme 2 petites révolutions. Là, la première, c'est nous qui décidons qu'est-ce qui va dans la réserve. Ça, c'était une petite révolution. Puis l'autre, on a décidé de ranger les livres par numéro de cours et pas par cote. Là, ça a été difficile à accepter. Mais là, c'est parce qu'imaginez, là, le gamin, il rentre, là, puis c'est English 213, son cours, ben il s'en va à English 213, puis il le prend, puis c'est fini. Oui, mais si elle allait demander pour 2 cours. On l'achète 2 fois, c'est tout. On l'achète 2 fois. Et s'il y a 20 personnes dans ce cours-là, si tu as besoin peut-être d'un livre, mais s'il y en a 200, peut-être qu'on en a besoin de 4 copies. On achète 4. Et si l'employé au comptoir nous dit, ce livre-là, là, c'est pas possible comme il t'en demande, on a déjà 4 exemplaires, on achète 2 autres de plus. C'est faux. On a l'argent des étudiants, c'est ça. Non, c'est ça, exactement, exactement. La réserve, c'est quelque chose. Aïe, 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 je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est une collection d'à peu près 8000 ouvrages. Oui. C'est une toute petite collection qui sort. On a 350 000 prêts par année pour cette collection-là. Ça roule. Le livre vient, là, puis tu as quelqu'un qui l'attend. C'est comme ça qu'on sait aussi lesquels il faut continuer à acheter. Le comptoir de référence, on a fait disparaître ça. C'est des petits îlots, comme vous voyez ici. On en a 3, là, on en voit juste un. Et là, justement, c'est un des espaces de consultation entre les bibliothécaires et les employés qu'on a fait ici pour que ce soit... des fois, dans l'espace ouvert, il y a des choses, pour respecter la confidentialité, là, on préférait avoir un petit espace fermé. Oui? Les bureaux des bibliothécaires sont sur l'étage, ailleurs? Ils sont au 5e étage, derrière, pas dans un espace public. Non, fermé. Ouais. Fermé à l'usager. Si un étudiant souhaite rencontrer... La plupart du temps, il va avoir écrit à son bibliothécaire. Si c'est pas le cas, il va se présenter ici. Ça, c'est l'espace Ask Us. La personne qui est là, on a toujours un bibliothécaire
puis des techniciens. D'habitude, on a 3 personnes. C'est un comptoir. C'est juste dans l'entrée de la bibliothèque. Là. Ça roule beaucoup ici. Alors, souvent, la personne, déjà, va être capable de répondre à la question. Si c'est pas le cas, ben, on va téléphoner au collègue. Souvent, il n'est pas là. Il faut communique avec ton bibliothécaire pour prendre rendez-vous. Le bibliothécaire répond à toutes les questions multidisciplinaires. Oui. Oui. Celui qui est là, l'aide à la référence. Oui. C'est à tour de rôle ou c'est un poste particulier? C'est à tour de rôle. Là, cette année, on a fait une autre évolution. On a un horaire fixe pour les bibliothécaires, un peu comme un horaire pour aller enseigner. Le lundi, de 2h à 4h, Daniel est au comptoir de référence. Et puis, les bibliothécaires, en général, servent entre 2h et 6h par semaine, pas plus. Puis, on a nos étudiants bibliothécaires et nos employés de soutien, les techniciens qui sont au comptoir. Les techniciens en documentation? Ah, ça, c'est une longue question. C'est une longue discussion. Au niveau des bibliothécaires que tu as. Oui, mais on en a de plus en plus, on embauche de plus en plus. Je te raconterai ça, c'est une longue discussion. Oui. Alors ça, c'est pour notre comptoir, une des salles de travail, en fait, une salle d'enseignement, qui est aussi une salle de travail en collaboration, mais à plusieurs groupes. Et puis, tout ça, c'est mobile. Là, c'est vraiment la flexibilité maximale. Là. On peut faire un grand rectangle comme une salle de séminaire ou bien des rangées. La salle de séminaire et de soutenance de thèse, c'est là que John était chez nous plus tôt cette semaine, c'est là qu'il a fait sa présentation. Encore une fois, mur de verre, accès à la collection, visuellement, toujours. Et ça, cet espace-là, c'est un des espaces qui a ramené les profs dans la bibliothèque. Ils viennent et ils réservent cet espace-là pour faire des colloques fermés. Et ils sont fiers. Et évidemment, ils font leur soutenance de thèse. Là. Ils sont très fiers de leur bibliothèque. C'est extraordinaire d'entendre ça. Alors, on a 9, ça c'est aussi les étudiants qui nous ont permis d'installer ça dans la bibliothèque. C'était 358 000 $. C'était absolument pas dans le budget. Ça, c'est pas dans les normes du gouvernement, là. Mais on a 9 panneaux comme ça de murs végétaux qui sont interreliés pour un système d'irrigation. Donc, ça s'arrose tout seul. Et là, vous voyez aussi d'autres espaces de travail en collaboration avec des grands fauteuils là, en feutre pour absorber le son. Excusez-moi, sur le son, ce qu'on voit, c'est du tapis. Oui, c'est de la moquette partout ici. Alors, les couleurs, c'est beaucoup la mode, hein, noir, gris, blanc. Les architectes nous font ça partout. Et puis, chaque étage a sa palette accent. Et là, on a fait ça par étage pour que les étudiants puissent se repérer un petit peu, on espère. Alors là, on est au 3e étage, donc ça va de orangé à rouge. Le rez-de-chaussée, c'est plus rouge-rose. Le 3e, c'est dans des verts. Puis le 5e, le dernier, c'est de vert à magenta bleu. Alors, ils ont fait des gestes, ils appellent ça d'anamorphose. Là, on en voyait à différents endroits. Là, ça ici, là. Ils ont fait des gestes d'anamorphose un petit peu partout. On le voyait bien ici aussi. Puis, ils en ont fait dans la moquette. C'est MSDL qui ont été nos architectes. On s'est vraiment bien amusé avec eux. C'est la salle des employés pour le lunch. Là, depuis, cette photo-là a été prise avant qu'on mette un film. Là. Il y a un film ici. Donc, ça, c'est le côté public. Et ici, c'est seulement pour les employés, pour le lunch et les pauses. Alors, on a fait une exception pour le comptoir de prêt. Parce que le comptoir de prêt, pendant le week-end puis les soirs, parfois, souvent, on aime ça que la personne ne soit pas trop loin parce que s'il y a un rush, la personne peut venir aider. Et puis, juste pour faire, ils sont plus nombreux aussi. Donc, on leur a fait une petite cuisine. Mais autrement, il n'y en a qu'une, effectivement. Puis, on en a une autre à la bibliothèque. En fait, c'est une par bibliothèque. C'est ça. Mais c'est un espace qu'on aime beaucoup, qu'on utilise pour faire des fêtes aussi. Il y a un autre espace de travail en collaboration là, qu'on utilise. Pour le programme technologique, c'est la dernière partie. Alors, on a demandé à une firme de consultants, GSM Project, de travailler avec nous, un peu comme on a travaillé avec les architectes
pour faire notre programme des espaces. C'est pas que les architectes qu'on peut faire notre programme technologique. On s'est rendu compte de ça très, très rapidement. On en savait plus qu'eux. Alors, on s'est dit, ça prend des gens qui sont vraiment solides en technologie pour travailler avec nous. Alors, on leur fait faire 2 phases. La première, c'est dites-nous quels sont les besoins de nos étudiants. On veut pas de solution, juste des besoins. Il y a une anthropologue qui a travaillé avec nous. Ils ont fait de l'observation. Et là, eux, ils aimaient pas les focus group. Ils voulaient juste des conversations 1-1. Alors, on allait chercher un étudiant dans la salle de lecture. As-tu 20 minutes à donner pour ta bibliothèque? Oui, viens-t'en. Puis on allait en chercher un autre. Parce que quand on leur disait, venez participer avec des horaires, là, ils venaient pas. Donc là, on est allé chercher des gens, c'est Gloria, qui était toute jeune, là, la plus jeune de la gang, est allée chercher. Puis, et puis quand ils nous ont donné ça, la liste des besoins, là, en deuxième phase, ils nous ont donné des solutions. Et à partir de ça, on a fait aussi des scénarios puis des personas. Alors là, on a Anna, qui est la nouvelle étudiante, là, bon, qui a un parcours. Josh, qui a besoin d'emprunter les ordinateurs. Puis bon, alors, on se faisait des scénarios pour identifier. Partie du programme technologique, on a notre entrée. Alors, vous voyez les panneaux, on voit pas bien sur la photo, là, mais il y a plein de petits trous. Derrière, il y a des panneaux acoustiques. Et pour avoir vraiment une entrée qui agisse comme une transition entre la ville, le trottoir, il y a beaucoup d'activités. Je sors de ma salle de classe vers une bibliothèque où je fais du travail intellectuel. La transition, c'est l'escalier. C'est comme quand on va au théâtre ou qu'on va à l'opéra ou au concert. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a inséré dans cet espace-là des enceintes qu'on a relié à une playlist, si vous voulez, et on fait entendre des extraits de notre collection numérique. Alors, puis là, ici, on a ici un peu comme un cartel, mais c'est un cartel numérique. On leur dit qu'est-ce qu'ils entendent et où ils peuvent le trouver avec les métadonnées, où ils peuvent le trouver dans notre collection. Alors ça marche, là, ils adorent ça. Ils aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Il y a cette obsession là de rendre visible la collection numérique, dans ce cas-là, la rendre audible, mais aussi par ce dispositif qu'on a de planches tactiles, un peu comme celle de Stéphano, là, avec GeoIndex, là, mais on l'a mis en angle. Puis là, c'est la collection numérique qu'on fait explorer pour les livres numériques. Et alors là, ils se baladent dans la collection, ils choisissent ce qu'ils veulent, et à un certain point, ils s'envoient un courriel avec les liens vers tous ces livres numériques-là. Ça marche, mais je pense qu'il faudrait développer davantage cette interface, mais ça nous fait des écrans aussi qu'on peut utiliser pour différentes autres choses. On a des kiosques d'information pour les directions, pour les activités de la bibliothèque, pour leur dire combien il reste d'ordinateurs disponibles, pour le prêt de tablettes, c'est tout, puis savoir aussi comment se diriger dans la bibliothèque. Le bac à sable des technologies, on a mis dans une pièce séparée nos imprimantes 3D. On peut en avoir, là, le comptoir est en L, là. On peut en avoir jusqu'à 6-7 là, qui fonctionnent. C'est gratuit pour les étudiants, l'impression. Alors, on le voit ici, il y en avait un petit peu moins. Il y a Chat qui est en train de faire la présentation au doyen. Il y a, dans l'espace du bac à sable des technologies, il y a de l'exploration de réalité virtuelle. Ça fonctionne très, très bien aussi. C'est fou le nombre d'étudiants qui n'ont jamais essayé la réalité virtuelle. À chaque semaine, on fait des initiations. On a même une machine à coudre. Et on prête des équipements. Un nombre, ils m'ont dit que c'est au-delà de 300 pièces. Vous voyez les catégories ici, là. Puis là, j'ai fait une diapo avec différentes photos d'affaires qu'on prête. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne un papier. Ils vont au comptoir de prêt pour faire le prêt. C'est le comptoir de prêt qui gère le prêt. C'est avec notre système. Mais l'équipement est dans le bac à sable des technologies. Et ça fonctionne très, très, très bien. Alors, vous voyez, il y avait des caméras 360, des trépieds, des ordinateurs, des consoles de jeux, même ça continue, mon dos.
C'est apprécié. Ah, j'ai dû appuyer. Et il n'y a pas juste un espace avec des équipements, il y a aussi des personnes. Il faut faire la médiation de tout ça. Alors, il y a Sean, il y a Jacques que vous avez vu, et Sean, qui est le technicien. Sean, qui a l'air tellement jeune, il fallait lui mettre un sarrau blanc pour que les étudiants voient à qui demander, poser des questions. Et il est absolument extraordinaire. Il est en train d'aider un étudiant ici. Et on offre toutes sortes d'ateliers. Alors, modélisation 3D, c'est un des objets là, qui avait été fait par un de nos étudiants. Des Arduino, comment faire de la microprogrammation, faire du podcast, comment faire du podcast, de la programmation Python, introduction à Linux, faire du 3D avec OpenSCAD. Alors, et un jour, on a eu ce beau cadeau de la page couverture du journal des étudiants, quelque chose qu'on n'avait pas commandé. Hein, tu peux pas faire ça avec les étudiants. Ça vient ou ça vient pas. Puis, Playing at the Sandbox, là, on a vraiment compris que ça marchait. Cet espace-là, on l'a voulu pas pour les étudiants en génie ou les étudiants en sciences. Il y en a des imprimantes 3D à différents autres endroits. Là, ce qu'on fait à la bibliothèque, c'est qu'on démocratise l'accès à ces technologies. On veut aider nos étudiants à s'approprier, que tu sois en littérature, en sociologie, en génie, en biologie, pour apprendre à t'exprimer dans la culture numérique. Et deuxième chose, le faire de façon multidisciplinaire. Et ça marche. C'est incroyable. Si c'était à refaire, le nombre de pieds carrés, le bac à sable des technologies est peut-être juste un tout petit peu plus grand que la pièce ici. On le multiplierait par 4 si c'était à refaire. C'est incroyable comment ça fonctionne. Pour terminer, le studio de visualisation. Alors, oui. Est-ce qu'il y a des technologies qui ont moins bien fonctionné comme des technologies ou pas? Il y a des choses qui sont très, très, très populaires, comme l'impression 3D, là, ça fonctionne sans arrêt. Arduino, ça fonctionne assez bien aussi. La découpe laser, plus que ce que moi j'avais imaginé. La réalité virtuelle, ça fonctionne très, très bien aussi. On a une rangée, c'est difficile de dire moins parce qu'il y a quand même de l'activité. C'est pas parce qu'il y en a moins que c'est moins important. C'est un peu comme pour nos collections, en fait, hein, c'est pareil. On a une rangée d'ordinateurs avec des logiciels très poussés là, pour faire de l'édition. Pour des fichiers sonores ou bien des images en mouvement. Ça, c'est peut-être un petit peu moins utilisé, mais c'est tellement cher, ces outils-là, que si on ne l'offre pas, c'est souvent pas à la portée d'un étudiant ou même d'une famille. Alors, mais presque chaque fois que j'y vais, je vois au moins une personne. Il y a 5 ou 6 ordinateurs, je vois au moins une personne qui est là. J'ai l'impression que c'est un petit peu moins utilisé, mais je ne l'enlèverai pas. Je ne l'enlèverai pas parce que c'est... Est-ce que vous avez utilisé des collaborations avec des professeurs pour peut-être investir les lieux Oui. au début pour que les étudiants peuvent transmettre ça? Ah oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai pas eu le temps d'en parler parce que je pourrais parler pendant 3 semaines de ce projet. Mais par exemple, pour le studio de visualisation, comme pour le Sandbox, on a eu une équipe de profs qui ont travaillé avec nous, pour qu'ils nous disent, puis d'étudiants aussi, qui nous disent qu'est-ce qu'ils voulaient. Comment ils étaient pour utiliser l'espace. Est-ce qu'il faut faire de telle dimension, telle autre dimension? C'est quoi la technologie que ça prend? Comment vous allez l'utiliser? Est-ce que ça va être surtout pour vos recherches ou surtout pour vos enseignements? Et puis là, ils nous amenaient des cas d'utilisation pour que nous, on puisse vraiment faire l'espace en fonction de ce qu'ils voulaient. Et ça fait en sorte aussi qu'on a... Et un jour, je me souviens, il y a un prof de génie qui m'a écrit, qui m'a dit « Ah, Sean, là, il est vraiment top. Il est très bon. Il n'y en a pas beaucoup à l'université qui ont son degré d'expertise, son niveau d'expertise dans tel domaine. Là, pour le je pense que c'était pour l'impression 3D parce qu'il n'a pas acheté un kit. Là, il a fait lui-même la machine. Là, c'est assez incroyable. Puis il fait ça avec les étudiants. Puis c'est toute une communauté qui s'est créée autour. Là. Donc, c'est extrêmement important. Si on ne les embarque pas, ça ne vaut pas la peine de le faire. Moi, ma peur, là, comme pour ça, là, c'était de mettre 650 000 $ puis d'avoir un enfant blanc. Puis on sait tous qu'on ne parlera pas de bibliothèque, mais on en a des exemples là, comme ça, hein, parole alphabétique, d'affaires là, qui ont coûté cher, puis que personne n'utilise. J'avais tellement peur de ça. Donc, la façon, c'est d'amener les gens, les utilisateurs, dès le début, même si ça prend plus de temps, même si des fois, ils nous amènent où on ne pensait pas aller, il faut être prêt. Mais en même temps, la présence de chambres, c'est un peu mieux l'âme. Absolument.
Sean et Yasha, s'ils n'étaient pas là, le sandbox serait complètement autre chose. Moi, ils me disent, dans les articles, ils disent, Guylaine, c'est la mère qui a eu l'idée de ça. Je dis, non. Moi, j'ai juste eu, justement, le début d'une idée. C'était comme le début d'une idée que j'ai eue. Puis eux, ils l'ont fait sortir de terre, puis ils en ont fait quelque chose. Dans mes rêves les plus fous, j'aurais pas pu imaginer la moitié de ce qu'ils ont fait. C'est vraiment incroyable. C'est absolument fabuleux ce qu'ils ont arrivé à faire. Comment? Pardon? Comment tu dis? Alors, Yasha, elle a fait un premier cycle en Fine Arts, en Beaux-Arts, et puis elle a fait une maîtrise en informatique à l'Université de Montréal. Yasha. Et puis, Sean, c'est un technicien. Un technicien en informatique, là, tu sais. Qui est passionné par les makerspaces. Il est dans ce milieu-là, dans les différents makerspaces à Montréal depuis plusieurs années. Il est allé en Allemagne récemment là, pour faire une présentation à un congrès, un hackathon. Ouais. Donc là, ce projet-là, c'est vrai, ça nous a amené des compétences, puis des expertises, puis des profils de non-bibliothécaires, puis de non-techniciens en documentation. Et on les accueille. Alors ça, c'est aussi une autre perspective du grand... c'est un grand écran, là, c'est 27 écrans qui fonctionnent, qui sont tactiles pour notre studio de visualisation. Alors, on voit ici la station graphique, c'est ce qu'on voit sur ces 3 écrans-là qui sont répliqués ici, puis les serveurs sont dans cette pièce-là. Et ça, c'est vraiment... faut que ce soit réservé, puis il faut qu'on leur montre comment utiliser la technologie, évidemment. Et pour terminer, moi, des fois, j'aime ça, les choses un petit peu plus vieux jeu. Là. J'avais mis un livre d'art à l'entrée de la bibliothèque. À chaque fois qu'on ouvrait une phase pour que les étudiants écrivent dedans, il y en a une qui a écrit, je pense que c'est une, ça pourrait être un. Ça fait, it is so 70s to write in a book like this. Mais il aimait ça, tu sais, avec un stylo bic. Mais il y en a une qui a écrit, You are just too amazing. I want my kids and future kids of my kids to study here. I love coming to school now. Juste ça, là, tu lis ça, tu t'en vas à la maison, ta journée est faite. Et puis une autre qui m'a arrêtée, je me souviens, c'était un vendredi matin, puis elle m'avait dit, parce que moi, je suis beaucoup dans la bibliothèque, j'aime marcher, aller voir les étudiants, puis les observer, puis elle m'avait dit, Madame, c'est tellement beau, je suis tellement émue de voir toute cette beauté pour moi. Elle avait compris qu'on faisait ça pour les étudiants, puis et aux architectes, je sais pas combien, des centaines de fois, j'ai dit, je veux que ce soit ludique et que ce soit beau. Puis la lampe, non, est pas belle, ramenez-en un autre. Non, ça là peut-être, mais il faut être exigeant parce que c'est des espaces publics, nos étudiants méritent que ce soit beau, que ce soit inspirant intellectuellement aussi. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous montrer.